Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Qu'est-ce réellement qu'une graine ? Comment expliquer leur durabilité ? Quelles conditions sont nécessaires pour la faire germer ? Comment savoir si une graine est en vie ou non ? L'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez compris, va traiter des graines, la vie en dormance. Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Et bonjour Ayat Bouto. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange pour Rester pas planté là. Nous nous connaissons déjà et c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu es professeur à Sorbonne Université et impliqué en enseignement dans la spécialité agroalimentaire de Polytech Sorbonne et spécialisé en recherche sur la germination et la qualité de la graine. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes les deux. Eh bien écoute, nous sommes ravis, nous venons de le dire, de t'accueillir. Tout d'abord parce que nous savons que la discussion va être intéressante, passionnante et instructive. Mais également et surtout parce que tu es aussi spécialiste de la dormance chez les graines. Et donc tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, elles ont autant de longévité et cette capacité finalement à faire apparaître la vie. Alors, on a une question un petit peu rituelle dans ce podcast, c'est quelle est ton histoire finalement personnelle avec le monde des plantes ? Alors, moi, mon histoire personnelle n'a pas été le coup de foudre ou l'émerveillement c'était très intéressé, en fait. Oh là là. En fait, j'ai fait ma maîtrise, moi je suis marocaine, franco-marocaine, et j'ai fait ma maîtrise au Maroc, et puis je voulais faire une thèse, absolument. Et donc, je me suis posé la question sur quel sujet. Ouais. Et étant donc du Maroc, je me suis dit que la question la plus pressante, c'était la réponse à la sécheresse. Et donc, comment comprendre en tout cas le phénomène pour pouvoir y apporter des réponses. Et donc, c'est là que je me suis dit, j'étudierais bien la réponse des plantes à la sécheresse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. C'était le début de mon intérêt pour les plantes. Voilà. Mais je trouve que c'est une super belle ambition. Non, mais déjà, dès le départ, je trouve ça génial. Et du coup, comme tu parles de la maîtrise, c'est vrai qu'on a aussi une autre question un peu rituelle, c'est quel est ton parcours scolaire académique qui a fait que tu en es arrivé jusqu'ici ? Donc, voilà, en fait, j'ai fait ma maîtrise au Maroc, donc une maîtrise de biologie à l'université Khentir Ayad à Marrakech. C'est une très bonne université du Maroc. Et puis je voulais à la fois partir et découvrir le monde aussi. La France, j'adorais la France, puisqu'on est un pays francophone, mais au-delà de ça, j'adorais toute la culture française, j'adorais la poésie et tout ça. Et je voulais absolument faire une thèse, donc forcément, c'était venir en France faire mon 3e cycle. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déterminé un petit peu mon objectif thématique. Et je suis venue faire un DEA à l'époque. C'était encore le diplôme d'études approfondies, qui est l'équivalent du M2 actuel. Et ensuite, j'ai fait une thèse sur la sécheresse, la réponse d'un haricot tropical qui est Vigna unguiculata sur la réponse de cette plante à la sécheresse et plutôt une réponse moléculaire. Et du coup, l'application de certaines phospholipases D en fait sur la tolérance. En fait, j'ai comparé des écotypes, des variétés plus ou moins tolérantes à la sécheresse pour voir quelle est la réponse de l'une et de l'autre
en réponse à la sécheresse, mais sur l'implication de ces phospholipases D et C. Voilà, ensuite, j'ai fait un postdoc. Le premier, je l'ai fait sur... j'ai exprimé en fait cette phospholipase D, c'est très moléculaire aussi, hein. Exprimer cette phospholipase D dans les cellules d'insectes. Tu peux nous dire ce que c'est la phospholipase D? Alors, c'est l'enzyme qui dégrade en fait les phospholipides au niveau de leur phosphate. En fait, les phospholipides, c'est un squelette glycérol, c'est 3 carbones. Et sur chaque carbone est lié un acide gras. Et sur le 3e carbone est lié un phosphate et à une tête polaire qui peut être très différente. Et voilà, la phospholipase D, elle coupe le phospholipide au niveau de ce phosphate, donc au niveau de ce dernier carbone. Et elle a un rôle très important à la fois pour justement tout ce métabolisme de ces phospholipides, mais aussi pour la signalisation cellulaire, etc. Et donc mon premier postdoc était de l'exprimer afin de la cristallographier et donc en connaître la structure tridimensionnelle. Et le deuxième postdoc, je l'ai fait à Paris, à AgroParisTech, sur la réponse des plantes à un pathogène qui est une bactérie phytopathogène. Et il faut savoir que les plantes se défendent à la fois contre les facteurs biotiques ou abiotiques, et là, quelques phénomènes ou mécanismes en tout cas communs. Et donc voilà, le point commun était ça aussi, ces réponses de résistance, on va dire, à des facteurs biotiques ou abiotiques. Et puis ensuite, j'ai passé le concours de maître de conférence à Sorbonne, et puis depuis, je suis maître de conférence, puis un autre concours pour être professeur, et depuis, je suis à Sorbonne Université depuis. Donc finalement, ta spécialité graines, germination, c'est arrivé plus tardivement dans ton parcours. En fait, c'est arrivé plus tardivement, mais très vite en fait, dès que j'ai eu mon poste à Sorbonne. Oui. Parce que dans l'équipe de recherche où tu étais, c'est très signalisation cellulaire dans les graines. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, les graines, c'est le résultat de la fécondation d'un grain de pollen et avec un ovule de plante. Elles servent toutes à la dissémination de l'espèce d'une plante, mais il existe une diversité étonnante, très importante, de ces graines-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus, déjà, sur la structure générale d'une graine, si on peut faire une généralité, et ce qui les différencie au contraire? Ok. Alors, comme tu l'as dit, une très grande diversité, donc je ne pourrais pas, et je ne saurais pas d'ailleurs, décrire toute la diversité qu'il y a des graines. Je voudrais juste faire une précision. On entend graines et on entend semences. Alors, j'aimerais juste faire une précision et après, on dira graine tout le temps. Ok. La graine, ça représente en fait l'unité de reproduction au niveau botanique. Semence, c'est une unité de reproduction qui peut ne pas être une graine au niveau botanique. C'est-à-dire, le grain de blé, par exemple, c'est un fruit, puisque le fruit est collé à la graine et il est indissociable de la graine. Et donc, on va dire que c'est le grain, on va dire que c'est une semence, parce que c'est une unité de reproduction, mais au niveau botanique, c'est un fruit. Et donc, nous les spécialistes, on va différencier graines et semences. Ça n'existe qu'en français. Hein. Encore une fois, on a cette différence de mon cas de là. Alors qu'en anglais, on va dire seed. Quoi qu'il arrive. Voilà. Donc bon, on va dire graines. L'unité de reproduction qui nous intéresse. Après, la justesse botanique, on va pas s'en soucier aujourd'hui. Et donc les graines, oui. Alors, ce qui les différencie, c'est beaucoup de choses. Déjà, il y a 2 types de graines. Ce qu'on appelle les graines orthodoxes et les graines récalcitrantes. La différence entre les deux, c'est la teneur en eau.
C'est-à-dire que les graines orthodoxes, c'est les graines qu'on trouve dans les pays tempérés. Hein, la majorité sont des graines qui perdent de l'eau au cours de la maturation et qui deviennent un organe très déshydraté. C'est-à-dire que la graine peut atteindre 3-4% de teneur en eau par rapport à la masse fraîche. Et donc, elles perdent beaucoup d'eau. Alors, le blé, par exemple, il est environ à 16%. Le tournesol, il est autour de 4%. Mais on ne va pas dépasser les 20% pour les graines orthodoxes. À aucun moment, d'ailleurs, on n'atteint pas les 20% de teneur en eau. Les graines récalcitrantes, elles perdent pas beaucoup d'eau. Enfin, elles perdent de l'eau quand même, mais elles restent quand même à des teneurs en eau supérieures qui peuvent être très variables, hein, mais on est au-dessus de 20% de teneur en eau. Ça peut être à 40, etc. Alors, ces graines récalcitrantes, on les trouve souvent dans les pays... Enfin, la plupart sont dans les pays tropicaux, où là, elles peuvent... De toute façon, il y a toujours de l'eau et une bonne température de réaction et de germination. Donc, elles peuvent germer à tout moment. Donc, elles n'ont pas besoin d'être gardées sèches et de maintenir, en tout cas, leur potentiel. Est-ce que les conditions climatiques sont toujours bonnes? Pourquoi? C'est ça, c'est comme ça. En fait, elles sont sélectionnées comme ça. C'est des plantes qui n'ont pas besoin d'être séchées, qui n'ont pas les conditions d'ailleurs d'être séchées, puisque les humidités relatives sont assez fortes. Et donc, elles sont comme ça. Elles ne se dessèchent, ne se déshydratent pas beaucoup. Alors que dans nos pays tempérés, elles ont besoin de beaucoup se déshydrater. Sinon, l'hiver va transformer l'eau qui est dedans en cristaux et éclater les cellules. C'est vital pour les plantes dans les pays tempérés qui subissent un froid de ne pas avoir beaucoup d'eau dedans. C'est fou comme c'est bien pensé. Est-ce que c'est pensé? C'est l'évolution pas pensé, mais je sais que c'est très bien pensé. Alors, la différence aussi, là, on est sur... et puis, on va rentrer peut-être dans les détails de la survie, etc. Mais en tout cas, une autre différence, c'est le contenu. Les graines, alors c'est une unité de développement, mais c'est aussi une unité de comestible. En fait, c'est une source d'alimentation. Et c'est vrai. Et donc, ce rôle-là, elles le tiennent parce qu'elles sont source d'amidon, source de protéines, source de lipides. Et donc, la différence entre les graines, c'est ça, c'est les réserves qu'elles ont. Elles peuvent être du coup oléagineuses quand il y a beaucoup d'huile. Essentiellement, il n'y a jamais que de l'huile ou que de la protéine. Il y a toujours les trois grandes, on va dire, macromolécules alimentaires, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres molécules qui peuvent être antinutritionnelles d'ailleurs. Hein. Chez les légumineuses, on a des molécules antinutritionnelles. Il y a aussi des molécules qui sont bonnes pour la santé. Mais en tout cas, les trois grandes molécules qui sont les lipides, les protéines et les glucides, elles en ont toutes. Mais il y en a qui font plus de réserves en huile oléagineuse, protéagineuse quand c'est plus de protéines, et amylacée quand c'est de l'amidon. Mais il y a toutes les gammes entre les différentes molécules. Donc, on peut avoir des oléoprotéagineuses, comme le soja par exemple. Il est à 40% de protéines, 20-30% d'huile. Donc, et 40% de protéines, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Les protéagineuses qu'on connaît, c'est-à-dire le petit pois, les haricots, etc., la lentille, ils sont à plus de 20%, mais pas plus. Et voilà, donc pour résumer, voilà les différences en fait. Et donc tu travailles autour de ces travaux cellulaires et moléculaires, et à quoi ça ressemble? En fait, c'est sur quoi sont centrés les travaux de recherche sur les graines? Alors, c'est un monde de sujets, c'est vrai. J'imagine. Comme tout, c'est un modèle en fait. La graine, c'est un modèle. Au niveau fondamental, pour comprendre en fait ce que c'est qu'une graine ou comment elle fonctionne, déjà il y a des stades différents. Depuis la fécondation, on a d'abord le développement de la plante. Ce développement, c'est la formation de la graine, c'est-à-dire on va avoir des mitoses, on va avoir un développement,
Et déjà là, se met en place en fait la qualité de la graine en termes de réserve, mais aussi de qualité germinative. Parce que la qualité d'une graine, on peut déjà, rien que la qualité germinative correspond à beaucoup de critères, c'est-à-dire comment elle germe, à quelle vitesse, dans quelles conditions. Une très bonne qualité germinative, c'est une graine qui germe, quelle que soit la température, très vite, et dans un lot, toutes les graines germent en même temps. Ça, c'est la qualité germinative. La qualité nutritionnelle est importante aussi, et donc, c'est les réserves. Comment elles vont être synthétisées, comment elles vont être déposées dans les vésicules de réserve ou dans les corps protéiques ou les corps lipidiques, et comment elles ont été synthétisées par rapport à leur structure secondaire, et qui détermine des fois la digestibilité, combien la graine synthétise de métabolites secondaires, ces fameux métabolites secondaires qui peuvent être des facteurs antinutritionnels, qui sont des phénols des fois, qui sont d'autres, des saponines, des choses comme ça. Donc tout ça, ça se fait au cours du développement. Elle se développe, ça se divise, on a la graine qui se forme, on a ensuite la formation de réserves qui s'accumulent, et puis après, on a la déshydratation. Et là, c'est la dernière phase de la maturation de la graine, c'est la déshydratation. On va enlever toute l'eau qui est possible. Tout ça se met en place en même temps que certaines hormones qui vont être responsables de la dormance, dont on pourra parler après. Et donc, du coup, tout ça se met en place. Et quand la graine a atteint son niveau de teneur en eau habituel, on peut dire que la graine est mature. Cette graine mature, du coup, elle peut être prête à germer ou pas, parce qu'il y a une dormance qui va se mettre en place, en particulier, là encore, chez les graines orthodoxes, qui sont justement déshydratées. Cette dormance, elle permet le maintien de la graine dans un état incapable de germer. Et ça permet de passer l'hiver, la mauvaise saison, et pour pas que, en fait, la plantule, si elle germe et qu'il fait froid ou qu'il neige, etc., elle va mourir. Donc, en fait, la graine se maintient en état de dormance pour pouvoir germer au printemps, par exemple, ou un peu plus tard. En tout cas, ça lui permet de passer la mauvaise saison dans ce blocage, en fait, de germination. Et donc, toutes ces étapes déjà de développement de la graine, chaque équipe ou chaque laboratoire va s'atteler à un phénomène et un stade, par exemple, de développement, ou un facteur de transcription qui va être activé au cours des premières phases de la maturation. Il y en a qui vont s'occuper de la tolérance à la sécheresse, tout ce qui fait que la graine peut tolérer des teneurs en eau très faibles, qui sont du coup des teneurs en eau qui ne se trouvent pas dans un organisme vivant. Donc il y a des phénomènes de protection à cette déshydratation, et il y a des équipes qui s'occupent que de ça, ou que d'une molécule qui s'occupe parmi plusieurs qui entrent dans la réponse, ou en tout cas la protection de la graine, par exemple. Et puis la dormance, moi j'ai travaillé dessus des années, des phénomènes moléculaires, des choses là-dessus, sans parler de toute la partie qualité des réserves, etc. On peut aussi travailler sur l'écologie de la graine, en comparant des écotypes de la même espèce. On peut travailler sur un certain nombre de choses très, très, très variées et très spécialisées. Oui, parce que c'est ça aussi qui est bien. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais la recherche fondamentale en elle-même, c'est quand même beaucoup de travail sur des sujets qui, pour le grand public, peuvent paraître petits, peuvent paraître très centrés, en fait. Oui. Donc c'est sûr que chaque équipe va travailler sur quelque chose en particulier, et c'est très spécifique en général. Et puis il suffit en fait de considérer le même stade ou le même phénomène. Si vous prenez des espèces différentes, le phénomène sera spécifique à chaque espèce
Et donc, on peut découvrir un monde à chaque fois, et des isoformes d'enzymes différentes, une régulation qui est différente, etc. Et ça dépend justement à la fois de la génétique de la plante, de son environnement qui a façonné justement l'expression de ses caractères, et de la question sur laquelle vous travaillez, et du coup le protocole expérimental que vous appliquez. Et donc, rien que ça, déjà, si c'est entre les labos, c'est pas les mêmes protocoles expérimentaux, etc. Parce que la question n'est jamais abordée de la même façon. Et chacun répond à une question qui rajoute une pierre à l'édifice dans la compréhension des choses. Et j'imagine que ces recherches, elles ont, enfin moi, intuitivement, souvent une portée appliquée. Puisque, voilà, comme tu l'as dit, il y a une utilité nutritive, souvent elles peuvent être très oléagineuses, donc voilà. Ces recherches La germination, hein. Oui. Parce qu'en fait, en agriculture, des lots de germination, on a besoin de maîtriser le caractère dormance. Parce que quand on a un lot de graines, souvent, alors en tout cas pour les grandes cultures, le problème se pose, c'est que quand on met les graines à germer dans le champ, quand on sème, on a besoin que toutes les graines germent en même temps. Alors pour peu qu'il y ait une machination, des pratiques culturelles avec des machines, etc., on a besoin déjà d'avoir la même taille. Et si on a une disparité par rapport à la vigueur germinative, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les graines germent, eh ben on ne va pas avoir la possibilité d'avoir les tels stades de récolte, etc. Et donc, que ce soit l'aspect nutritionnel ou l'aspect germinatif, c'est important, en tout cas au moins pour les grandes cultures. Mais pour l'aspect germinatif, c'est important aussi au niveau environnemental et écologique, parce qu'on a besoin de maintenir les écosystèmes aussi. Donc, on a besoin que les plantes soient dans des bonnes conditions, qu'elles ne disparaissent pas, parce qu'il y en a qui sont sensibles à la pollution, au stress hydrique et des choses comme ça. Donc, en fait, comprendre tous ces phénomènes au niveau fondamental, comme tu l'as dit, Lucia, est important, a toujours une portée de toute façon applicative, peut-être plus tard ou par d'autres équipes en tout cas, mais il y a beaucoup de travaux effectivement fondamentaux pour lesquels on ne voit pas du tout d'application, mais c'est pas grave parce qu'ils vont donner plus tard des informations pour soit des marqueurs moléculaires. On peut maintenant sélectionner des génotypes ou sélectionner des variétés parce qu'ils ont tel facteur de transcription qui s'active plus tard, et du coup il y a un remplissage qui se fait de façon plus efficace ou que sais-je. Donc voilà. Alors juste pour rappel, parce que du coup on n'a pas trop parlé, mais une graine, structurellement, il y a une partie réserve et le reste, il y a une radicule, des petites feuilles, les cotylédons, voilà, un mini embryon. Alors, je ne sais pas si c'est le stade embryon ou le stade d'après. On peut parler d'embryon quand on parle de graines ? Oui. On parle d'embryon ? Voilà. Alors, il y a un embryon qui est issu d'une fécondation, qui est justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un grain de pollen et un ovule. Et donc, ça donne l'embryon. Il y a toujours un embryon qui donne la future plantule et les structures nourricières qui sont autour. Et normalement, les graines, avec toute la structure de réserve qu'il y a dedans, c'est pour nourrir l'embryon au cours de sa mise en place, en fait, en tant que plantule. Au moment de la germination, du coup. Au moment de la germination, tout à fait. Donc, on n'est plus dans le stade développement, on est dans le stade germination. Quand ça commence à germer, alors ça rejoint la question de qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes les graines. Un embryon et un tissu nourricier. Après, elles sont très différentes par rapport à ça aussi. Parce que justement, où se trouve l'embryon, où se trouvent les réserves. Les réserves peuvent se trouver beaucoup plus à l'extérieur de l'embryon. Ou alors, c'est l'embryon lui-même qui est très, très rempli de réserves. Et d'ailleurs, les cotylédons dont tu parlais, qui vont être les futures feuilles, comme chez le petit pois, on le voit très bien, elles sont pleines de réserves. Et donc, en fait,
La diversité des graines, elle est là. Mais ça reste un embryon, il y a un tissu nourricier qui permet justement la germination jusqu'au stade feuille qui commence à faire de la photosynthèse chlorophyllienne et après donc elles sont autonomes. Mais entre la graine et la plantule avec des feuilles chlorophylliennes, il y a pas d'autonomie et l'embryon pousse grâce aux réserves qui sont déposées dans la graine que nous on mange après. Alors, du coup, je repasse un petit peu sur l'aspect recherche fondamentale. On a fait un aparté juste pour redéfinir un peu la structure graine. Je me pose la question, quand une graine, un organisme perd autant d'eau, comment finalement il arrive à survivre? Comment les structures sont à l'intérieur de la graine sans eau? Je veux dire, c'est compliqué de maintenir les membranes en place. Comment être sûr que la graine est en vie dans ces cas-là? Donc, elle est capable de germer. Voilà. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est la question qui m'a toujours fascinée, moi, dans la graine. C'est comment cet individu, parce que chaque graine est un individu. Des fois, on a un lot de graines ou une poignée de graines et on pense que c'est la graine. Mais non, chaque graine est un individu différent. Et comment il est en vie. Alors la graine met en place un certain nombre de mécanismes pour résister à la déshydratation. Alors comme tu dis, quand l'eau s'évacue de la structure graine formée, il y a plein de paramètres, la vitesse, la température à laquelle ça se fait, etc., qui font une qualité de déshydratation plus ou moins intéressante. Mais en tout cas, c'est sûr que, comme tu l'as dit, les membranes sont déstructurées. Et le cytoplasme n'a plus assez d'eau, donc en fait la structure du fluide qu'il y a dedans n'est plus hydraté, mais plutôt un gel. C'est sous forme de gel. L'ADN est déstructuré. En fait, toutes les structures, les protéines, forcément, n'ont pas selon l'environnement, la protéine, elle prend des structures tridimensionnelles très variées. Elle peut se dénaturer, elle peut plein de choses. Et en fait, la plante, elle met en place plusieurs choses. Alors déjà, elle se charge, avant de se déshydrater, de molécules éponges qui sont comme les sucres, les LEA, c'est des protéines qui s'appellent Late Embryogenesis Abundant Proteins. Et c'est des protéines, en fait, qui résistent la dénaturation et qui restent... elles n'ont pas de structure tridimensionnelle, elles restent allongées. Et en fait, elles retiennent un petit peu d'eau et on les soupçonne en fait de se poser sur l'ADN pour maintenir une certaine hydratation au niveau de l'ADN, certaines sur des structures en fait clés comme la mitochondrie. Elles se chargent de ces molécules protectrices qui sont en général des molécules qui absorbent l'eau de façon forte. Et du coup, ce peu d'eau qu'il y a dans la graine, c'est concentré à des endroits clés. Stratégiques. Ouais, exactement, stratégiques. D'accord. Pour maintenir une certaine hydratation. Ceci étant, la graine déshydratée, elle est en mauvais état. Comme tu l'as dit, les membranes sont déstructurées. Thermodynamiquement, tu peux faire il y a eu des travaux où tu peux reproduire un petit peu le modèle cellule avec aussi peu d'eau. C'est impossible. C'est les cellules... D'ailleurs, quand on fait des manips de mesure d'électrolytes, les premiers moments où vous mettez de l'eau au contact de la graine, ça rentre, bien sûr, l'eau diffuse à travers les membranes facilement. Enfin, il y a des pores, tout ce que vous voulez, ça rentre. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'électrolytes qui sortent. Ça montre qu'il y a des gros trous au niveau des membranes au tout début. Donc en fait, c'est déstructuré. Il y a des trous au niveau des membranes. Et bien sûr, les membranes, que ce soit cellulaires ou les membranes des organites ou les membranes nucléaires, tout ce que vous voulez. C'est normal. C'est thermodynamiquement et physiquement, c'est comme ça que ça peut se faire. Sinon, c'est pas possible. Et en fait, au cours de l'imbibition,
il y a de la réparation. Alors, d'une part, mécaniquement et grâce à l'eau, mais c'est aussi quand les protéines reprennent leur structure, elles s'organisent bien dans la membrane. Vous savez que dans la membrane, il y a aussi des protéines. Et puis, il y a des enzymes aussi qui sont synthétisées, qui sont des enzymes de réparation. Et on va réparer l'ADN, on va réparer les membranes, on va réparer des protéines, on va les resynthétiser, on va synthétiser des protéines qui vont aussi dégrader ce qui n'a pas été réparé, etc. Donc, en fait, quand même, c'est un organisme qui est mal en point avec cette déshydratation, mais qui a emmagasiné à l'avance à la fois des structures et des molécules protectrices, et qui est capable de mettre en œuvre des molécules réparatrices quand il est hydraté par la suite. Et on parle peu de temps au final, c'est hyper efficace, j'imagine, l'échelle de temps. L'échelle de temps va dépendre de la température. En fait. Et c'est pour ça que quand on met des graines à faible température, par exemple, la stratification, ce qu'on appelle la stratification, c'est mettre des graines, les hydrater avec de l'eau et les mettre à 4 degrés. Le fait de les mettre à 4 degrés, ça permet une respiration qui soit pas très forte et du coup, la respiration produit en fait des espèces, ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène. C'est des molécules oxydantes. Et le fait que la respiration soit ralentie, que les réactions soient ralenties, la réparation se fait tranquillement, sans qu'il y ait cette course entre la réparation et la détérioration, parce qu'on a repris un métabolisme très fort et qu'on respire et qu'on a besoin de plein d'énergie pour les réactions qui sont très activées par une température, on va dire, promotrice de réaction. Donc à 4 degrés, on a un rythme qui favorise plus les réactions de réparation que le fonctionnement rapide d'une cellule. Et donc, en fait, la graine, dès qu'elle absorbe de l'eau, elle se répare. Et ensuite, elle est prête à germer. D'ailleurs, la courbe de prise d'eau de la graine, c'est dans les premières heures, on va dire jusqu'à 6 heures maximum, elle va prendre l'eau très vite et très fort. On est sur une droite. Et ensuite, une droite montante et exponentielle, on va dire. Et ensuite, après, elle arrête de prendre l'eau. Et pendant cette phase-là, elle répare, en fait. Et vous ne voyez la racine qui sort de la graine que plusieurs heures après ça. Il faut qu'elle répare d'abord et après, elle se prépare à l'élongation et à la division cellulaire pour faire la nouvelle planture. Et donc, c'est tous ces phénomènes-là, en fait, qu'elle est capable de faire parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour. Maintenant, à l'inverse, si elle a été mal déshydratée, si elle a pris de l'eau entre-temps et qu'elle a commencé à respirer, à faire des réactions, elle va se détériorer, et c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Le vieillissement des semences, c'est à la fois si on a une température élevée, si on a enclenché effectivement les réactions de respiration qui vont produire ces molécules oxydantes, etc. La température, par exemple, elle va oxyder les lipides, puisque ça, c'est des réactions directes. On va dénaturer les protéines. Alors, tout ça, c'est les réserves. Et puis, après, on va dénaturer l'ADN aussi. Et du coup, quand on met à imbiber, la réparation se fait pas très bien. Et on a des graines qui germent mal ou qui germent pas du tout parce qu'elles se sont détériorées au cours soit du stockage, soit on les a mal stockées, soit on les a stockées très longtemps. Ceci étant, vous avez vu les graines de dattes qui avaient 2000 ans et qui ont germé. Donc, dans des conditions avec peu d'eau et à température fraîche, on peut garder des graines, les non. Et du coup, ils ont trouvé ça dernièrement en Judée, il me semble. Avant, ils avaient trouvé dans un temple, dans
de pharaon aussi, des graines qui étaient très vieilles et qu'ils ont réussi à faire germer, etc. Moi, j'allais te dire qu'au labo, on a un frigo en stock des graines. Et moi, on en a fait germer, là, c'est la semaine dernière, de 20 ans. Donc déjà, pour moi, c'était extraordinaire. Mais alors, 2000 ans, j'imagine même pas. En tout cas, maintenir un organisme vivant, et de toute façon, ça passe par réduire la réaction, réduire la respiration. C'est ce qu'on dit à chaque fois, même quand on parle de yoga, etc. Si on veut justement réduire les dépenses, etc., il faut réduire la respiration. Voilà. Et donc, voilà, le rêve de l'être humain, c'est d'être une graine quelque part. C'est de pouvoir se déshydrater et rester là le temps, le temps que les intempéries passent, que la planète se régénère, on pourrait faire ça, se mettre se déshydrater, se mettre dans un placard, laisser la planète se régénérer, après Mais ça, c'est réveillé, parce que si la planète se régénère jamais, bon bah, voilà, on reste dans le placard. Si tu dis ce que tu fais aux gens, est-ce que à combien de pourcents ils te demandent des conseils sur comment faire germer leur noyau d'avocat ou non? Ah aussi? Si. Complètement. Complètement. Et quand j'étais en postdoc, on est encore moins spécialiste parce on arrive, on passe 1 an, on passe 2 ans sur la thématique, même si on avait des capacités ou des compétences techniques pour faire tel truc ou même des compétences thématiques. On arrive quand même, on ne sait pas beaucoup de choses. Hein. Et puis comme je vous ai dit, moi j'étais très moléculaire, donc en fait plus petit c'est pas possible, hein, mais et donc plus grand je sais pas moi. Et quand j'étais en postdoc et du coup que je faisais de la phytopathologie et qu'on était chez, ça m'avait marqué, chez la grand-mère de mon mari. Et tout de suite, elle m'a emmenée dans son jardin parce qu'il y avait un arbre qui était malade et elle voulait savoir ce que c'était que la maladie qu'il avait. Et bien sûr, on a envie de donner la réponse, mais on l'a pas. Et c'est chacun son métier, en fait. Oui, mais en fait, chacun son métier. C'est pas trop frustrant parce que là, c'est un jardinier, c'est c'est de l'horticulture, c'est une autre spécialité qui est pas du tout la nôtre, quoi. On aimerait, oui, tout savoir dans la vie, être une encyclopédie. Mais c'est pas possible. Ce que je trouve frustrant, c'est que les gens trouvent ça intéressant ce qu'on fait, mais du coup, on peut pas leur apporter les réponses. Exactement. Parce qu'en fait, on n'apporte pas aux gens la réponse qui les intéresse tous les jours, dans leur vie, tous les jours, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas immédiat, disons. L'apport n'est pas immédiat, instantané. C'est vrai, parce qu'en fait, par exemple, toutes ces connaissances sur la germination, alors, ne serait-ce que la germination déjà, chaque espèce aime bien une certaine température, aime bien être stratifiée ou pas, aime la lumière ou pas, etc. Toutes ces connaissances, par exemple, peuvent être utiles pour des petites fermes qui sont ou même pour le stockage, hein, par exemple, comment les stocker en bonnes conditions s'ils veulent être autonomes en termes de graines, etc. Je dis pas pour la personne qui fait germer dans son jardin, parce qu'en général, on achète des graines qui germent bien, elles ont été sélectionnées pour ça, etc. Mais à l'échelle d'une petite ferme, et en particulier maintenant qu'on fait des fermes de proximité, des fermes bio, etc., ces connaissances peuvent les intéresser, et donc on peut leur apporter des réponses. En tout cas, voilà, oui, ça peut être important. Dans des pays aussi comme le Maroc, ce genre de ferme se développe de plus en plus. Si c'est des pays en plus où ils n'ont pas les moyens, ça peut être aussi intéressant de s'affranchir des grands semenciers. En tout cas, s'ils ont les bonnes semences qui se reproduisent déjà, hein, mais
c'est quand même des questions qui peuvent être intéressantes. Au-delà de l'aspect moléculaire que chacun peut connaître, il y a quand même des connaissances de l'espèce et de l'impact des différents facteurs, que ce soit température, etc., etc. Voilà, donc on a espoir d'être utile. J'en doute pas. Bon, bah, je vous dirai, parce que moi, en vrai, je suis en train de je vais faire germer un œil d'avocat. Oui. Ça fait longtemps que je suis dessus, j'ai tout essayé. Là, je suis sur la technique sopalin mouillé et dans un bocal et on l'oublie. Donc, je suis en train, on verra ce que ça donne. Mais apparemment, c'est beaucoup noyau dépendant. C'est ce que j'ai cru. J'en ai fait 3 là, histoire d'être sûr que si c'est ça, ça marchera. Bon, voilà. C'est vrai que le but d'une graine aussi, c'est d'être disséminée le plus loin possible et dans les meilleures conditions, sans subir les aléas climatiques. C'est vrai qu'une des questions qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui leur permet cette capacité à supporter ces aléas ? Alors justement, la dormance, alors je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à en parler, mais ça vaut une deuxième question, ça c'est sûr. C'est un phénomène extraordinaire, hein, moi qui me fascine aussi. Ça fait partie justement de la capacité de la graine à être déshydratée, c'est tous ces mécanismes-là. En fait, la graine, on a dit, déshydratée, elle est mature, elle a tout ce qu'il faut, son embryon, les réserves pour le faire pousser. Mais elle se met elle-même en dormance. Et la dormance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que elle n'est pas morte, mais elle ne veut pas se réveiller, elle ne veut pas germer tout de suite. Et alors, cette dormance, elle lui permet justement... C'est un phénomène très important, c'est un phénomène adaptatif, c'est-à-dire que la plante, c'est pour s'améliorer qu'elle l'a mis en place. C'est-à-dire que il faut imaginer, si vous avez très peu de dormance, le risque qui va se passer, c'est que les graines vont germer sur pied. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un épi de blé avec des petites feuilles vertes qui montent de chaque grain. En tout cas, les grains commencent à germer sur le pied. Oui, d'accord. Okay. Et donc, si on n'a pas de dormance, c'est ça que ça se passe. C'est ça qui se passe. Donc, d'une part, vous ne pouvez plus l'utiliser en tant que semence en champ, parce que ça a déjà germé. Ah oui. Deuxièmement, au niveau nutritionnel, si ça a germé, c'est que ça a bien puisé dans les réserves. Et en plus, ça ne se garde pas bien parce que les feuilles, c'est des organes hydratés. Ça veut dire qu'il y a eu assez d'eau pour que ça germe. Alors, si elle était dormante, même s'il y avait un peu d'eau, elle ne germerait pas. Hein. Voilà. Donc, s'il y a trop de dormance, à l'inverse, eh ben, vous récoltez des grains bien secs, bien matures, mais très dormants. Et ben, vous attendez, je ne sais pas, chacun utilise les graines à une fréquence différente. Si vous semez ces grains, et ben, ils ne vont pas germer. Et donc, le cycle aussi de la culture, il est entamé. On va moins bien cultiver cette plante parce que justement, il y a des périodes aussi pour que la plantule ou la floraison se fasse, etc. Et on est décalé par rapport au cycle de la culture. Donc en fait, la dormance doit être très bien dosée pour ne pas être ni trop forte, ni trop faible, pour avoir juste le temps d'être récoltée, que la graine soit récoltée ou alors qu'elle soit dispersée, comme tu l'as dit, qu'elle soit envoyée aussi par les animaux, prise par les sabots des animaux, qu'elle fasse son cycle de dissémination comme il faut, et passer la mauvaise saison aussi, et donc germer tout de suite dès qu'il y a de l'eau et des conditions environnementales adéquates. Et ce dosage, déjà la dormance, c'est un phénomène qui fascinant, mais en plus le dosage est fascinant aussi. Le réveil est fascinant aussi. Comment une graine qui n'a pas d'eau et donc pas de réaction possible, comment physiologiquement elle peut passer d'un état
dormant à un état non dormant. Donc le réveil est fascinant. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur ce passage-là, le passage de l'état non dormant à l'état dormant. Et fatalement, on travaille sur qu'est-ce qui l'a fait dormir et pourquoi elle ne se réveille pas. Et en fait, la graine, elle met en place des hormones, en fait. Ces hormones inhibent la germination. Et au cours du temps, toute seule, la graine, vous la laissez dans un placard, elle est dans le sol, et petit à petit, cette hormone va diminuer, ne va plus être synthétisée. Et dès qu'on va avoir une imbibition, l'eau et les facteurs d'environnement, ces facteurs de l'environnement vont activer une autre hormone, en fait, qui va prendre le dessus sur la première aussi. Et elles ont des cibles, justement, pour les gènes, justement, de cycle cellulaire, de réparation d'ADN, etc., etc. Et donc, en fait, c'est une régulation interne, très finement régulée par les facteurs de l'extérieur. Et donc, c'est un système qui est très bien pensé pour être protégé de la germination sur pied, de la mauvaise germination. Et il est très bien, en tout cas, pourvu pour avoir une germination efficace en fonction des facteurs de l'environnement. Il y a des récepteurs à la lumière, il y a certains tissus aussi ressentent la température. La température joue sur ces hormones à la fois inhibitrices et promotrices de la germination. Donc, en fait, il y a les facteurs externes qui vont activer les facteurs internes de la graine. Mais s'il n'y a pas d'eau, il ne se passe rien. Mais dès qu'il y a de l'eau, on va activer tout ce monde-là et la graine va pouvoir germer. Ça veut dire que toutes les graines sont forcément dormantes à un moment donné? Alors, la plupart, il y en a qui n'ont pas de dormance. Mais la majorité des graines orthodoxes, donc du coup des pays tempérés, ont une dormance. Et les graines récalcitrantes n'en ont pas. D'accord. Ou très peu. Et la latence, c'est la même chose que la dormance, ou pas? C'est deux choses différentes. Ah non, l'acquiescence. L'acquiescence? L'acquiescence, c'est pas la même chose que la dormance, dans le sens où l'acquiescence, c'est que la graine ne germe pas. C'est la même chose c'est le seul point commun qu'elle a avec la dormance. Mais la graine ne germe pas parce que les conditions ne lui permettent pas de germer. C'est pas parce qu'elle est bloquée par la dormance. Ok. Et donc, elle n'a pas la température qu'il faut pour germer. La dormance, même si la température qu'il faut est là, elle ne germe quand même pas. Et justement, tout à l'heure, donc là on est en train de parler de lever cette dormance, et tout à l'heure tu as utilisé le terme de stratification. J'ai pu lire du coup que chez certaines graines, pour lever la dormance, il nécessite une stratification à froid. Donc si j'ai bien compris, c'est une technique où les graines sont mises dans un environnement froid et humide pendant une période qui est définie, qui n'est pas la même forcément pour chaque graine. Mais alors, grossièrement, comment la graine sait qu'elle a froid? C'est très grossier, hein. Et suite à quel mécanisme elle démarre sa germination? Alors, comme j'ai dit, la graine, elle peut ressentir différents facteurs de l'environnement. Alors, la température en est un. Alors, la lumière, c'est facile. Elle a aussi des récepteurs à la lumière, etc. Le froid, alors, on ne sait pas très bien comment, mais on sait que certaines enzymes sensibles au calcium, en fait, sont induites par le froid. Et certains tissus dans certaines graines, alors c'est pareil, quand on fait des recherches, on les fait sur un type de graine, donc on ne peut pas extrapoler sur toutes les graines, mais il y a une couche de cellules en fait qui entoure l'embryon et qui est plus extérieure et qui, elle, justement, c'est dans cette couche-là qu'on ressent le froid
Et après, c'est toujours ça. On n'a que des résultats sur l'impact du calcium, une signalisation calcium. Donc il y a un signal comme la lumière, peut-être un récepteur, mais qu'on ne sait pas trop. Toujours est-il que, comme j'ai dit tout à l'heure, la température, elle a surtout une application sur les réactions qui se font à l'intérieur de la cellule. Comme toutes les réactions, même in vitro, la température va déterminer la vitesse de réaction d'une enzyme. Et donc, selon les températures, elle n'a pas justement... Moi-même, j'ai travaillé sur une température plus élevée parce qu'en fait, une température plus élevée va faire germer certaines graines. Qu'est-ce qui fait que cette température plus élevée va faire germer certaines graines? Qu'est-ce qui fait qu'une température, la stratification en l'occurrence, fait germer certaines graines? Eh ben, ça passe toujours par une signalisation qui amène à ces hormones qui sont soit inhibitrices ou promotrices. Alors, c'est un modèle qui est plus simplifié, si je le dis comme ça, mais en tout cas, ça résume pas trop mal le phénomène. On va ressentir les facteurs de l'environnement, froid, chaud, lumière, oxygène, et ça va se traduire par un changement. Ça peut être d'une conformation ou d'un récepteur ou de conformation protéique, une activation d'une enzyme qui est sensible à ça, etc. et qui va aller déclencher telle réaction ou une synthèse d'une protéine au niveau de l'ADN, un facteur de transcription et qui va déclencher d'autres phénomènes qui vont être justement promoteurs de germination ou inhibiteurs de germination. C'est passionnant, parce que c'est vraiment c'est ce qu'on appelle des morphogènes. Je sais pas si on utilise ce mot aussi pour c'est dans les je sais pas si on le mettra ça, mais c'est exactement pareil chez tout le vivant en fait. Tout à fait. Ces facteurs de transcription chez les humains, il y a Sonic Hedgehog, je crois, Sonic Hedgehog, quelque chose comme ça, et en fait à chaque fois c'est une balance où moi je trouve ça incroyable parce que c'est des concentrations qui doivent être à chacun. C'est tellement précis, c'est tellement fouillant, c'est tellement... Oui. Pour que tout soit possible, en fait, ça tient en même temps à énormément, mais en même temps, ça tient à rien. Je trouve ça impressionnant. Mais c'est vraiment une histoire de balance, ce que tu dis. C'est exactement, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Mais du coup, si on parle du passage à froid dont tu as parlé, la stratification, ça pourrait participer à la levée de dormance, il me semble. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. D'accord. Et moi, j'ai en tête, alors tu vas me dire si c'est répandu et si c'est vrai, qu'il y a des graines et donc, qui sont obligées de subir du froid parce que ça va abîmer le tégument de la graine ou l'enveloppe qui est à l'extérieur et donc, physiquement, ça sera plus facile de germer. Ah oui, il y a aussi des graines qui sont obligées de passer par le système digestif d'animaux, il me semble. Pareil, pour altérer le tégument et donc physiquement, elles puissent germer. Et c'est ça. Hein. Alors là, on parle d'un autre froid, un froid beaucoup, beaucoup plus négatif. D'accord. Ce froid à 4 degrés, la stratification, c'est 4 degrés minimum, enfin au plus bas. On met à 10 degrés, on met à des températures, on va dire, où les réactions se font. Et donc ça, c'est un traitement effectivement de levée de dormance, parce qu'on va jouer sur la balance hormonale dont on a parlé, etc. Sur la réparation, quand on a des graines qui ont besoin de plus de temps de réparation parce qu'elles ont été mal conservées, etc., ce traitement améliore, parce qu'elles ont plus de temps de réparation. Par contre, le froid dont tu parles, et c'est bien que tu le mentionnes parce que en fait, des fois, ça prête à confusion. En fait, c'est un froid plus négatif qui permet en fait de casser le tégument. Parce qu'en fait, la dormance, elle peut être embryonnaire ou tégumentaire. Exact. Tégumentaire, c'est-à-dire l'enveloppe de la graine, elle est trop dense, trop serrée, imperméable à l'eau, à l'oxygène, et du coup, l'embryon ne peut pas
avoir toute l'eau qu'il a besoin pour germer. Et donc, pour la casser, et donc la dormance embryonnaire, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que là, la dormance alimentaire, c'est mécanique en fait. Il n'y a pas de structure, voilà, de système élaboré, de régulation. Si ce n'est la mise en place de ce tégument bien imperméable déjà. Mais du coup, pour qu'elle germe, il faut le perméabiliser. Et pour le perméabiliser, le choc froid, et en général, c'est vraiment les graines, on peut les plonger dans l'azote liquide à moins 173 degrés pour qu'elles puissent germer. Ça peut être à plus haut, mais il faut vraiment un choc thermique. Et le passage dans l'estomac d'un animal, c'est exactement le même objectif, mais avec un procédé différent, qui est le pH. On va, avec l'acide, casser le tégument, puisque ça passe dans l'estomac, et puis ça aussi macère avec la flore microbienne, et avec l'acide, et du coup, en déféquant l'animal, les graines sortent plus ou moins intactes, puisqu'il n'y a que le tégument qui a été altéré, et c'est bien, parce que la graine pourrait du coup en faire germer. Et c'est très solide une graine, finalement. Oui, il y a besoin pour qu'elle puisse résister, alors dans le sol déjà, qu'elle résiste tous les insectes, qu'elle résiste les bactéries, les champignons, les levures. Il y a un monde au sol, et justement dans le sol, il faut qu'elle résiste. Et le tégument, il est là pour ça. Et du coup, selon les graines, les téguments sont plus ou moins imperméables. Et certaines, c'est trop solide pour qu'elles puissent germer indépendamment d'une intervention extérieure. Qui est les animaux, en l'occurrence, sans intervention humaine, c'est que les animaux qui font ça, du coup. Ou alors dans le sol, dans un environnement acide, les bactéries peuvent commencer à dégrader, ça peut aussi fermenter un petit peu, etc. Et à ce moment-là, les graines peuvent germer. Oui, je me disais, il y a peut-être aussi des graines de plantes parasites qui ont besoin d'une sorte de symbiose pour pouvoir germer. C'est possible, ça existe. Alors ça existe, ça existe, la symbiose pour les plantes parasites. Et les plantes parasites peuvent aussi avoir de la dormance. Les graines de plantes parasites peuvent avoir de la dormance. Et elles peuvent aussi germer toutes seules, parce que ce qu'elles ont besoin, c'est de germer à côté de racines. Quand c'est des plantes parasites de racines. Mais en général, elle germe à côté parce qu'elle a senti l'exudat racinaire, et en général, elle ne germe qu'à côté d'une racine. Donc, pour revenir à cette stratification à froid, il m'a quand même... en fait, pour être honnête, j'ai dit que je travaille sur les plantes, et une amie qui est en train de faire pousser des bonsaïs m'a dit « Pourquoi j'ai besoin d'une stratification à froid ?» J'ai dit « J'en sais rien. » Elle a dit « Comment ça, tu travailles sur les plantes, tu ne sais pas ce que c'est une stratification à froid ?» J'ai dit « Non. » Mais du coup, c'était l'occasion de comprendre ce que c'était une stratification à froid. Et du coup, j'ai pu lire que donc, la durée, elle dépend de... C'est pas la même durée pour chaque graine. Ma question, c'était si certaines graines ont besoin de stratification à froid et que d'autres ont recours à d'autres phénomènes qui dépendent du climat, est-ce qu'on a déjà vu un impact du changement climatique sur la germination précoce ? La question me vient du fait que, par exemple, pour les cerisiers, il faut un certain nombre de mois de stratification à froid. Et comme c'est vrai que ça se raccourcit ou ça dure plus longtemps, est-ce qu'on voit cet impact-là sur la germination précoce ? Alors, on le voit, et puis moi, je vais vous dire sur un cycle naturel. Pas forcément sur une intervention stratification, pas sur ce procédé-là. Non, oui. Par exemple, il y a régulièrement un travail, on travaille encore maintenant dans les instituts techniques, etc., sur la germination sur pied du blé.
en France. Donc, on est encore, enfin, on revoit des phénomènes de germination sur pied. Le fait qu'il pleuve l'été, que juste avant les récoltes, ça c'est quelque chose que les agriculteurs n'aiment pas, parce que le grain prend l'eau, et forcément, si la graine est déshydratée, c'est bien pour une raison, c'est pour qu'elle se maintienne, qu'elle se conserve, etc. Toujours est-il que, au cours du développement de la graine, il y a des températures optimales pour tout. Oui. Pour déposer les réserves, pour se déshydrater. Une déshydratation trop rapide sur la plante mère dans le processus normal, trop rapide ou trop lente, ne donne pas la même qualité de graine du tout, et ne donne pas la même dormance. Donc la dormance d'une espèce, elle est définie par l'espèce et les aspects génétiques, mais elle est définie aussi par les facteurs climatiques. Donc que ce soit la dormance, la vigueur germinative, la qualité de la graine, tout ça est influencé par les facteurs climatiques qui changent actuellement. Et justement, graine et la formation de la graine n'est pas les variations de température ou de pluviométrie, etc. Et en général, elle arrive en bout de cycle, le grain arrive, ou la graine arrive en bout de cycle. Et normalement, il ne doit plus avoir trop de variations, ni de température, ni de pluviométrie. On devrait être sur des périodes plutôt sèches, parce que justement, elle se déshydrate, c'est pas par hasard. Et donc, une augmentation ou une diminution du froid va perturber tout le fonctionnement ou tout le processus, y compris les caractéristiques intrinsèques qui vont être mises en place après la fin de la formation de la graine. Donc ça a un impact énorme en fait. C'est en train de... Le changement climatique va avoir un impact très important sur les graines, sur leur capacité germinative, leur productivité, sur la survie, sur le stockage, oui, la durée de survie. Parce que chaque étape est essentielle, et en fait ça aura un impact sur chacune des étapes que tu as citées en début d'émission. Dernière question qu'on aime bien aussi dans Restez pas planté là, c'est quelle est la découverte sur le sujet ou sur les plantes d'ailleurs en général qui t'a le plus surprise ou qui t'a le plus interpellée? Dans le domaine de la graine, la dormance, moi, m'a fascinée. Et la dormance en lien avec cette organisation d'être déshydraté m'a vraiment fascinée. Parce que dans le détail et dans la précision du nombre de molécules mises en place, en tout cas mises en jeu dans ce phénomène, et en tout cas pour un objectif qui est cette survie, moi la vie et la survie me fascinent, et cette adaptabilité, etc. En tout cas c'est un phénomène très élaboré pour une question qui est la vie, quelque part. Et du coup, ça, c'est une question qui m'a fascinée dans la graine. Je ne voyais pas la graine avant aussi performante dans le vivant, dans la vie. Parmi les vivants, je n'avais jamais imaginé la graine aussi performante pour maintenir la vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Bon, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Ayat, de nous avoir partagé toutes ces merveilleuses connaissances sur les graines et leur dormance qui ouvrent du coup bien nos champs de réflexion. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez pas plantés là.